Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un humoriste de l'absurde, spécialiste du seul en scène, mais pas que, il est parfois accompagné, on en parlera. Et aussi, vous l'avez sans doute vu déjà à la télé, au cinéma, ou même en radio, Fou du Roi, Jamel Comedy Club, ça vous dit quelque chose? Il s'appelle Ben. Ben. Bonjour Ben. Bonjour. Comment allez-vous? Ravi de vous accueillir. Très bien, merci, ça va. Moi, je suis ravi d'être ici aussi. Dans Lumière intérieure, pour la première fois, à l'occasion de votre dernier one-man show, seul en scène. Le premier, c'était il y a 10 ans, à peu près. 2013-2014, oui, c'était Ben tout simplement. Ouais, c'était même il y a un peu plus longtemps. Je l'ai joué très longtemps, le premier spectacle. Donc il a commencé, je crois que c'était en 2006. Ça ne me rajeunit pas. Et puis je l'ai joué jusqu'à... peut-être trop longtemps. Je pense que je l'ai joué jusqu'à 2013, 14, quelque chose comme ça. Dans plusieurs salles, avec plusieurs affiches. Enfin voilà, il a duré très longtemps. Au point virgule quand même. Au point virgule et dans d'autres salles aussi. C'est la salle fétiche. Alors, votre dernier spectacle, donc c'est « Il a beaucoup pleuvu ». D'ailleurs, c'est une phrase que vous dites aussi dans le spectacle. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, au point virgule... Alors, il faut préciser que c'est une phrase enfantine, mais que ce n'est pas un spectacle pour enfants. C'est pas interdit aux enfants, mais ce n'est pas spécialement pour les enfants. Parce que... Voilà. Et ça parle d'enfants aussi, en tout cas sur cet épisode-là. Oui, un petit peu. Vous parlez, justement, on parlait de... Le premier spectacle, c'était à peu près il y a une dizaine d'années. Le temps est passé, vous avez 44 ans, vous commencez d'ailleurs pratiquement le spectacle en rappelant votre âge, votre grand âge, entre guillemets. Est-ce que vous sentez ce temps passé, parce que c'est un peu la thématique de votre spectacle quand même, hein. C'est 44 ans et... Oui, c'était l'idée. C'était l'idée de parler de ça. Effectivement, je pense qu'il y a un truc qui se passe quand on arrive. Moi, je situe ça à la quarantaine. Bon, après, chacun peut situer ça où il veut, mais il y a forcément un moment dans la vie où on prend conscience que, je ne sais pas comment vous dire, que la matinée est terminée. Vous voyez, si c'était une journée, le matin, c'est fait, quoi. On a entamé l'après-midi. L'après-midi, là. Ouais. Voilà, on a entamé ça, et c'est un peu étrange de se le dire, d'en prendre conscience vraiment de l'acter, même si c'est très commun parce que tout le monde passe par là. Enfin, c'est la devinette du sphinx en fait. Les gens qui ont de la chance passent par là. Malheureusement, il y en a qui s'arrêtent avant, mais en tout cas, à un moment, il faut vivre avec l'idée que la matinée est terminée, quoi. Et l'accepter et ne pas je ne sais pas comment dire, ne pas s'enfermer dans la mélancolie que ça peut provoquer ou dans des choses comme ça, quoi. Accepter ce qui continue d'arriver. Et donc je voulais en parler simplement et faire des blagues dessus. C'est le spectacle de la maturité alors, on peut dire. Je ne sais pas, c'est le spectacle de la quarantaine en tout cas. Le spectacle de la quarantaine. Ouais. Avec ma quarantaine. De votre quarantaine. Ouais. Alors pourquoi avoir choisi cette phrase enfantine? Parce qu'on parle de la maturité, mais c'est une phrase enfantine. Sans doute peut-être prononcée par l'un de vos enfants, en tout cas c'est ce que vous dites sur scène. Oui. C'est la vérité. Il l'a dit, ça vous a inspiré. Comment vous travaillez alors? Tous les enfants prononcent cette phrase ou ce genre de phrase. Ah pardon, il y a peut-être des enfants qui ne font pas de faute de français. Non, ce qui me frappe, c'est à quel point les enfants... Enfin, ce qui m'a frappé quand j'entendais mon fils dire ça, c'est à quel point ils sont capables d'être drôles sans le chercher. Sans vouloir faire rire, ils arrivent à être plus drôles que des gens qui cherchent à faire rire parfois. Et je trouvais que c'était un clin d'œil marrant de dire, pour quelqu'un qui s'efforce de travailler pour réussir à faire rire, de dire bon, de toute façon, on ne sera jamais plus drôle que les enfants, ils sont beaucoup plus drôles que nous, sans chercher à l'être, et voilà quoi. C'est une de vos sources d'inspiration, vos enfants? Oui, complètement. C'est une révélation totale. C'est une révélation totale. Totale. Vraiment, c'est un... Ils je crois entre 8 et 11 ans, c'est ça? Vous avez deux enfants? J'ai deux enfants, oui, le plus âgé a 11 ans et le plus jeune a 8 ans. Et je crois qu'en fait, j'aurais aimé que le spectacle ne parle quasiment que d'eux, que de ça, que de l'impact qu'ils ont eu dans ma vie. Mais je ne sais pas si je suis capable d'en parler, en fait, vraiment. Donc je me suis contenté d'effleurer le sujet de peur de mal en parler. Et puis je parle de ma quarantaine, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de cette quarantaine? Est-ce que vous vous sentez vieux, en fait? Parce que quand
Quand on Je écoute sens votre que- spectacle, on se dit, bon, il se sent un petit peu vieux. Non, Alors mais évidemment, c'est sur le ton de l'humour. Hein. L'humour, il y a un microcosme Bien sûr. de l'humour et des humoristes. C'est souvent des gens jeunes. En tout cas, il y a une jeune génération qui arrive, il y a vraiment plein de nouveaux humoristes qui arrivent tous les ans. Et c'est vrai que quand on fait ce métier d'humoriste, on se sent vite vieux parce qu'il y a une jeunesse qui arrive vraiment en nombre, en grand nombre. Qui pousse derrière. Ouais. Et qui nous font assez vite nous sentir Sentir vieux. encore Quoi. plus vieux. Et là, la semaine dernière, j'ai fait ce qu'on appelle un plateau d'humoristes avec plusieurs humoristes, dont beaucoup de jeunes. Et je parlais avec des jeunes très talentueux. Et c'est vrai qu'ils me regardent comme un dinosaure un peu. Quoi. Alors que moi, j'ai parfois l'impression d'être pas si vieux que ça. Mais force est de constater que, de toute façon, l'âge, c'est toujours... Voilà, vous parlez avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, vous êtes un jeune. Vous parlez avec quelqu'un qui est plus jeune, vous êtes un vieux. Donc, moi, je me sens bien. C'est le principal. Bien dans votre âge et dans vos baskets. Ouais. Et dans les réseaux sociaux, vous l'effleurez aussi dans le Les dans le réseaux spectacle. sociaux, j'ai Parce que vraiment... ça, c'est un truc de jeune, justement. Et c'est peut-être pour ça aussi, il y a pas mal d'humoristes, d'humour maintenant qui passent de plus en plus sur... Ça dépend. sur les Facebook, réseaux. c'était un des premiers réseaux sociaux. En tout cas, Pour les vieux, le maintenant. premier réseau social qui était vraiment mainstream, que tout le monde a utilisé partout sur la planète, Les vieux maintenant. qui était incontournable. Aujourd'hui, c'est un truc de vieux, effectivement. Exactement. Enfin, c'est considéré comme un truc. Les jeunes ne vont pas sur Non, Facebook, ça, c'est clairement. sûr. Quoi. Donc, c'est Quand je parle de réseaux sociaux, ce sont d'autres, hein, les tout ce qui est youtubeurs, jeune les... tout ce qui est jeune est amené à vieillir très rapidement, en fait. Donc, je ne sais pas trop s'il faut se poser la question de est-ce que c'est jeune, est-ce que c'est vieux. Il faut juste demander si ça nous fait du bien, si on est bien avec ou pas. Les réseaux sociaux, moi, j'avais pas trop envie d'y aller au début parce que je trouve ça beaucoup plus confortable de vivre dans une bulle qu'avec des gens que je connais et que j'aime bien. Et puis, on m'a un peu poussé à y aller parce que, mon métier, c'est quand même aussi de communiquer sur mon actualité et tout ça. Donc, j'ai essayé de le faire. J'étais incroyablement pas à l'aise et maladroit avec au début. Qu'est-ce que vous racontez, ouais. Je suis pas forcément à l'aise et habile avec maintenant, mais je le suis quand même un peu plus qu'au départ. Et puis, je me suis aperçu que c'est pas si terrible que ça et que ça peut même être amusant et que voilà, faut se détendre un peu avec ça, quoi. Par certains aspects, vous êtes très jeune, en tout cas dans l'air du temps. Merci. Merci, Marie. Vous parlez notamment de votre côté écolo, entre guillemets. Oui. Vous êtes végétarien? Oui. Oui ou non? Oui, parce qu'en tout cas, vous en parlez, hein, ça, Oui. clairement. Si on veut être totalement honnête, ça peut m'arriver de manger de la viande 1 à 2 fois par an, peut-être. Voilà. 1 à 2 fois par an. J'en fais pas un dogme, si vous voulez. Il y a des circonstances dans lesquelles ça peut m'arriver de manger de la viande, mais c'est vrai que j'essaie d'éviter vraiment d'en manger le moins possible. Qu'est-ce que vous... Voilà, ça doit faire 3 ans que je suis là-dedans. Ma foi, ça va. Voilà, je voudrais rassurer tous les gens qui pensent qu'on peut pas vivre sans manger. Si, on peut. Vraiment, on peut. J'ai fait des prises de sang, tout va bien, quoi. Vraiment, ça va. Donc ça raconte vraiment votre vie. Vous avez basculé, parce qu'avant, vous étiez omnivore. Enfin, vous mangiez de tout. Ouais. C'est ça. Ouais. Et vous avez basculé en... J'ai basculé. Ben oui. J'ai Vous avez arrêté basculé. de manger de la viande par conviction? Non, alors je pense que moi, j'aurais jamais, si on m'avait pas forcé, j'aurais jamais mangé de viande. Ça me faisait pas du tout envie quand j'étais enfant. Mais voilà, on vivait dans un monde où apparemment il fallait manger de la viande, donc j'ai fini par en manger. J'avoue que quand je suis arrivé à l'adolescence, tout d'un coup, je suis passé d'un appétit de moineau à une envie de dévorer tout ce qui se présentait devant moi. Donc à un moment, je ne faisais pas du tout attention à ce que je mangeais, j'avais juste envie de manger. Et puis, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Je me rendais bien compte que ce que je mangeais avait un impact sur moi, je le ressentais, qui n'était pas toujours positif. Je n'arrivais pas trop à savoir ce que c'était. Puis ça faisait un moment que je lisais je voyais tout un tas d'informations passer devant moi sur la consommation de viande. Et à un moment, je me suis dit, j'avais l'impression qu'il fallait que j'arrête ça. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer si j'arrête de manger de la viande, quoi. Donc je l'ai fait un peu comme un test. Et vous vous êtes senti mieux. Ouais. Et en plus, c'est mieux pour la planète. Oui. Ouais. Comment vous écrivez vos spectacles? En tout cas, le dernier. Oui, pardon, allez-y. Oui, bien sûr. Pour la viande, en fait, je crois que la viande, c'est vraiment très pratique si on est dans une situation où on doit survivre. Ça peut vraiment permettre de survivre. Mais sauf que dans nos sociétés, on n'est plus du tout dans un truc de survie, en tout cas par rapport à l'alimentation. Et donc, quand on a autant de choix que nous aujourd'hui, je ne pense pas que la viande, ça soit, en tout cas qu'une consommation vraiment quotidienne de viande soit le choix d'alimentation le plus judicieux, quoi.
Est-ce que vous vous sentez comme un artiste engagé? Ça dépend de la définition. Ça dépend de la définition. Par rapport à ce que vous venez de dire. Artiste, on est forcément engagé dans la manière où, dans le sens où être artiste, c'est prendre la partie, en tout cas prendre la parole, s'exprimer d'une manière ou d'une autre devant un public par définition, même si c'est de la peinture, même si c'est un moment, c'est vous exposer une partie de vous aux autres. Donc il y a forcément un engagement, de toute façon. Après, je ne sais pas ce que les gens mettent derrière ce mot engagé. J'essaye pas d'être engagé ou pas engagé. J'essaye j'essaye d'être moi et de prendre en compte les autres et d'essayer de trouver la passerelle qu'il peut y avoir entre moi et les autres, en partant de toutes les incompréhensions qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, le personnage qu'on voit sur scène, il est très proche de Cédric Ben Abdallah. Votre vrai nom. Qui est c'est moi? Ah d'accord, oui, ok, c'est vrai. C'est vrai que je vous ai présenté comme Ben, mais alias, c'est Cédric Ben Abdallah. Cédric Ben Abdallah, oui, tout à fait. C'est pas impossible que d'ailleurs ça devienne mon nom, que je reprenne mon nom civil sur la scène un de ces jours, pourquoi pas. Mais oui. Vous vouliez m'interroger là-dessus, je sais plus. Oui, non, pour montrer qu'effectivement, le personnage public, enfin celui que vous présentez, est proche du personnage privé, manifestement. Vous n'avez pas créé un personnage de toute pièce. En fait, certains artistes le font. Oui. Pas du tout. Ben, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que c'est un surnom qui m'a été donné quand j'étais au collège, quand j'étais en 6e par ma prof d'anglais, parce qu'elle s'amusait à donner des noms, des prénoms anglais à tous les élèves de la classe. Donc il y avait John, il y avait James, enfin voilà. Et puis moi, comme je m'appelais Ben Abdallah et que Ben peut aussi être un prénom anglais, c'est devenu Ben et tout le monde s'est mis à m'appeler comme ça. Et moi, je trouve ça plutôt sympa d'avoir un surnom à l'époque. Et donc, c'est devenu Ben et c'est vraiment resté. Et quand j'ai commencé à faire des scènes ouvertes, quand j'avais la vingtaine, quand je donnais mon vrai nom, les gens n'arrivaient pas à le prononcer. Ou alors pas à le retenir. Donc j'ai dit, Ben, ça va être plus simple. Et ça s'est imposé en fait. Ouais, voilà. Ce qui était un mauvais choix de communication parce que Ben, c'est beaucoup trop commun quoi, quand on veut se distinguer. Il y a un autre artiste qui signe Ben aussi. Il y a un autre artiste. Si vous tapez Ben sur Internet, vous allez tomber sur des tas de trucs avant moi. Quoi. Et donc c'est pas forcément le choix le plus judicieux, mais bon, voilà, c'est devenu mon nom de scène. Ouais. Donc on aura peut-être un scoop, vous allez reprendre votre vraie identité. Cédric Ben Abdallah. Ça mérite d'être singulier en tout cas. Ouais. Et puis ça raconte aussi votre histoire que vous racontez sur scène. Je pense que ça raconte plus que mon histoire. Ça raconte beaucoup de choses. Beaucoup de choses que vous avez déjà racontées dans certains... que j'ai abordé, que j'ai effleuré. Ouais. Que vous avez effleuré, déjà pas mal. On réeffleurerait ici aussi un petit peu, si ça ne vous dérange pas. Juste pour comprendre comment vous travaillez, là par exemple pour ce dernier spectacle, ça prend combien de temps? Il y a beaucoup de choses de votre vie personnelle, on l'a entendu. Il y a beaucoup d'impro. Comment vous mettez tout ça en musique? Je sais pas, il faudrait que je documente la manière dont je travaille. En général, je commence à partir d'une idée, d'une envie. Là, il y avait cette histoire de quarantaine. Je me mets à écrire déjà, avec mon petit ordinateur. J'essaie d'avoir un maximum de matière pour après, à partir de cette matière, commencer à travailler sur scène. Mais j'ai besoin de commencer par écrire. Donc ça prend quelques mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Je travaille avec un co-auteur qui s'appelle Thibaut Seguin, que je salue, que j'embrasse. Je lui envoie tout ça, il me fait ses retours, il me propose des idées, il me dit ce qu'il aime pas, enfin on discute quoi. Et puis après un moment, quand on estime qu'il y a suffisamment de matière, on essaye d'aller sur scène, d'aller sur cette année, sur ce spectacle-là, j'ai commencé par faire une lecture des textes devant un public dans un bar. Parce que j'ai testé un peu. Ouais, j'avais pas envie de répéter devant juste mon metteur en scène, quoi. Donc vous testez vos blagues aussi ou vos... Ouais, j'avais envie de faire ça. Et vous changez parfois Ouais, énormément. Énormément parce que c'est pas une pièce de théâtre, donc c'est pas ça se construit vraiment avec le public. Si j'écris quelque chose et que le public aime pas, je vais pas lui imposer un truc qu'il aime pas. Il y a pas mal d'impro aussi. Il y a vraiment une interaction entre le public et vous. Oui. J'ai vu. Oui. D'ailleurs, il y avait des Belges quand je suis venue voir le spectacle. Ouais. Et voilà, vos blagues belges ont moyennement plu, mais oui, vous discutiez même avec eux. En tout cas, ils étaient là, donc c'est que ça doit leur plaire un peu quand même. Bien sûr. J'irai en Belgique au mois de mars, je vais à Namur.
Donc, vous voyez, Ah, bah les ouais. Belges m'aiment bien finalement. Et vous gardez toute cette séquence-là sur les Belges? Ah bien sûr, Ah bien oui, sûr. Non, non, vous prenez les Suisses. Parce que les Suisses... Les Suisses, je ne vais pas encore en Suisse, j'espère que je vais y aller. J'y suis allé plusieurs fois par le passé. Non, mais enfin, les Belges ont vraiment énormément d'humour. Ah oui, ils ont beaucoup d'humour. Ça, c'est Et sûr. je me permets, parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'humour, et puis c'est vraiment pas méchant, je crois pas, ce que je dis. Ah non, non, absolument pas. Non, mais pour prouver que vous avez aussi un grand sens de la répartie, de l'impro, donc c'est ça que je voulais aussi savoir. Il y a beaucoup de ça aussi. Il y a de l'improvisation. Je sais pas si j'ai Chaque un grand spectacle sens, est- mais en tout est cas, différent. Ouais, Vous mettez un peu de... le public vient aussi pour ça, pour qu'il y ait des petits moments qui dérapent, pour qu'il y ait... Donc c'est pas forcément le truc où je me sens le plus à l'aise. Moi, j'ai vraiment, ce qui me plaisait là-dedans, c'était vraiment l'idée d'écrire. Mais je me rends compte que c'est indispensable d'improviser avec les gens. Et puis même, je me rends compte que l'écriture, finalement, n'a d'intérêt que pour provoquer ça, quoi, finalement. Pour provoquer l'interaction avec les gens. Interaction, c'est du spectacle vivant. Exactement. Merci Ben. On passe à la deuxième partie de cette émission. Allez. C'est la partie où je m'éclipse, où vous êtes seul en scène, seul dans le fauteuil. Ah ouais, et tout vous allez seul. m'entendre. Ok. Je vais vous montrer aussi, je vais vous proposer 4 mots qui seront affichés devant vous Ok. sur un écran. Et puis à vous de nous les commenter. Enfin, j'interviendrai aussi un petit peu. À tout de suite. Tout de suite. À tout de suite. Alors Ben, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? Je suis très bien. Très bien. Bon, alors je vous propose les mots que j'ai sélectionnés pour vous. Allez-y. Voici le premier. C'est le mot abandon. 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 Il faut que je... Oui. Est-ce que ça vous parle? Oui, je connais la définition du mot abandon. Ça évoque pas quelque chose de chouette. Ça, on bascule dans la tristesse tout de suite. Abandon, ouais. Comme ça, là, ça me renvoie à ce livre de... J'ai plus le nom de cette auteure québécoise qui a écrit un livre qui s'appelle les 5 grandes blessures émotionnelles, qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, et enfin je sais plus, donc là, c'est connu, la blessure d'abandon, que tout le monde a vécu à un moment donné ou à un autre, à différents degrés. Moi, dans ma vie, l'abandon, c'est... Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça s'est manifesté de plein de manières différentes. Ça peut être dans des relations. Parfois, on est en couple, ça se passe mal, on nous abandonne. Il y a eu peut-être une forme d'abandon premier? L'abandon premier... On va pas tourner autour du pot. En plus, vous en avez parlé lors de votre dernier spectacle. Vous êtes un enfant de parents divorcés. Alors, je m'autorise dans mes spectacles à fictionner, à romancer et à travestir un petit peu la réalité. Mes parents ont divorcé quand j'avais 18 ans. Donc, je peux pas dire que j'ai vécu ça comme un abandon parce que... C'est vrai que dans votre spectacle, vous disiez que vous étiez beaucoup plus jeune. 2 fois moins. Oui, mais en revanche, je pense qu'ils auraient peut-être dû divorcer plus tôt parce que mes parents sont des gens qui ont vécu... ils ont divorcé quand j'avais 18 ans. Je précise qu'ils ont divorcé quand j'avais 18 ans et ils se sont remis ensemble. Aujourd'hui, ils revivent ensemble après avoir divorcé sans être mariés. C'est là. On me demande parfois pourquoi je fais de l'absurde. Parce que des fois, ma vie est absurde, vraiment. Et la vie est absurde. Donc ils sont de nouveau ensemble. Ils sont de nouveau ensemble, ouais, mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai toujours connu mes parents en train de se chamailler, se disputer, et il n'y avait pas une atmosphère très tranquille chez moi. J'étais un enfant inquiet, anxieux, et oui, j'étais, je sais pas si je l'ai vécu comme un abandon, mais en tout cas, je le vivais comme c'était une source d'anxiété, quoi. Je voyais bien que mes parents étaient pas bien en eux-mêmes. C'est des gens qui étaient
ils sont toujours vivants, hein, je les embrasse et je les aime beaucoup, parce qu'ils ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'occuper de moi du mieux possible. Je pense malheureusement qu'ils ne pouvaient pas forcément faire tout ce dont j'aurais eu besoin, parce qu'eux-mêmes vivaient avec des traumatismes de par leur vécu, en fait, de par leur vie, arrivaient dans l'âge adulte avec des traumatismes qui n'étaient pas du tout, déjà, peut-être pas conscients, et pas du tout digérés, quoi. Donc, Il faut préciser que vos parents sont d'origine différente. Votre père est d'origine algérienne, voilà, d'où votre nom Ben Abdallah. exactement. Et votre maman est française. Tout à fait. Et votre grand-mère est de Nevers. Alors, j'ai 2 grands-mères, par définition. Maternelle, pardon. Maintenant, elles sont décédées. Mais ma grand-mère maternelle, chez qui j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant, puisque j'étais quasiment toute la semaine chez elle jusqu'à l'âge de 13 ans. J'allais chez mes parents que le week-end et les vacances, parce que mon père travaillait assez loin de la maison, il revenait que le week-end. Enfin bon, bref, voilà, la vie était un peu compliquée. Et donc, mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mes grands-parents. C'était vraiment des gens extraordinaires. Et oui, ils habitaient dans la Nièvre, en fait. Moi, je suis né à Nanterre, mais j'ai très peu connu Nanterre parce que tout de suite après ma naissance, ils sont partis déménager dans la Nièvre parce que ma mère se sentait pas bien du tout à Paris. Donc, ils sont partis dans la Nièvre où il y avait mes grands-parents maternels. Et mon père continuait de travailler en revanche à Paris. Donc, il partait toute la semaine. En tout cas, les 10-12 premières années de ma vie, c'était comme ça. Que faisaient-ils, vos parents ? Ma mère était fonctionnaire toute sa vie. Elle travaillait à la direction départementale de l'emploi. Voilà, donc un métier pas très, je pense, pas très passionnant et un peu ingrat, parce qu'il s'agit essentiellement de contrôler les chômeurs, de contrôler leur... ouais, c'est un contrôle des gens qui sont au chômage, quoi. Donc, c'est pas un métier super... c'est pas un métier passion, quoi. Pour ma maman, je ne l'ai pas connue très heureuse dans son métier. Je pense qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur l'importance du travail pour que les femmes puissent travailler, et je comprends complètement ça. Moi, je pense que ma maman, elle n'a pas été très heureuse dans son travail et qu'elle aurait peut-être préféré ne pas... Enfin, c'est pas un truc qui l'a tellement aidé à s'épanouir, quoi, je crois pas. Mais bon. Et votre père ? Et mon père, il a été fonctionnaire également. Il travaillait à la préfecture il a été dans l'armée à un moment, à Paris, à la caserne du Mont-Valérien. Et après, il a travaillé à la préfecture de Nevers. Il travaillait au service de transmission de la préfecture de Nevers. Et vous avez des frères et sœurs ? Moi, j'ai des demi-frères et sœurs parce que mon père et ma mère ont été mariés. Enfin, ils ont eu une vie avant de se rencontrer. Et mon père a eu deux filles et 2 garçons avant moi. Donc j'ai 2 demi-sœurs et 2 demi-frères. Que vous connaissez ? Que je connais, voilà. Que je ne vois pas forcément très souvent, mais que je connais. Alors, ce premier mot, c'était abandon. C'est vrai qu'il y a plusieurs abandons, vous avez raison. Il y a aussi l'abandon de ses parents, où vous les avez quittés assez jeunes pour monter à Paris, comme on dit, vers 20 ans. Et je vous propose un deuxième mot. C'est le mot liberté. Liberté, qui vous parle aussi peut-être. Liberté, oui, ça parle. À qui ça ne parlerait pas, la liberté ? C'est un peu c'est tout ce que tout le monde recherche, je crois, dans la vie. La liberté, en tout cas davantage de liberté. Pour faire le lien entre l'abandon et la liberté, moi j'ai abandonné mes études, l'école à l'âge de 18 ans. Donc assez tôt a priori, en pleine année de terminale, en plein milieu de l'année, au mois de janvier, à la rentrée des vacances de Noël, je suis retourné à l'école et j'avais déjà décroché depuis longtemps. Hein. Je faisais acte de présence, vraiment, c'est tout. Et je me suis dit, non, c'est une mascarade, c'est plus... il y a vraiment quelque chose qui est
qui est plus du tout... c'est pas vrai, quoi. J'y vais pour tout le monde sauf moi. Donc je me suis dit, il faut quand même que je vive un tout petit peu pour moi. Et j'ai arrêté, contre bien sûr l'avis de tout le monde, hein, de tous les gens qui m'entouraient. Et je ne conseillerais pas forcément aux gens de faire ça, mais je dois quand même admettre que ça m'a permis de recouvrir une certaine liberté, de reprendre un peu de pouvoir dans ma vie d'une manière étrange, hein, parce que c'est dur quand on arrête l'école, quand on habite dans la Nièvre et qu'on arrête l'école comme ça, en plein milieu de son année terminale, sans aucun diplôme, sans aucune formation. C'est pas facile, mais la liberté, c'est aussi une forme d'insécurité, il faut accepter ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le confort, la sécurité et la liberté, c'est des choses qui ne sont pas... c'est pas toujours compatible, en fait. C'est même rarement compatible. Un animal qui est en liberté, il est en proie à tous les dangers. Un animal qui est dans un zoo, il est ultra sécurisé, il ne lui arrivera rien, mais il n'est pas du tout libre. Donc à un moment, j'ai préféré la liberté, avec les risques que ça comporte. Et là, aujourd'hui, si je dois regarder en arrière, je crois que non, je peux pas regretter ça. La liberté plus forte que l'enfermement, finalement. J'espère. J'espère vraiment. Ouais. Bah, on a la chance d'être... je suis né en France. Mon papa, il n'est pas né libre. Il est né indigène de la République. Il y a des gens aujourd'hui qui naissent et qui n'ont pas connu autre chose que l'enfermement de leur vie, malheureusement. Et moi, j'avais la chance de vivre dans un pays où on est libre, en fait. Et donc, je voulais pouvoir embrasser cette liberté, pas me laisser enfermer par le point de vue des autres, même si le point de vue des autres il est toujours légitime. Chacun a le droit d'avoir son point de vue, mais on a le droit aussi d'avoir son ressenti et de vouloir vivre à partir de ça. Et c'est ce que j'avais envie de faire. La liberté, ça va aussi parfois avec la solitude. Ouais, c'est vrai. Je suis resté... Mais moi, je suis très... je suis très solitude et solitaire. J'ai besoin d'être seul très souvent. Il me faut beaucoup de solitude. Je ne pourrais pas complètement vivre comme un ermite, sinon je pense que je le ferais. Je serais déjà parti dans la forêt ou dans une cabane en Sibérie comme Sylvain Tesson ou ce genre de choses, mais je ne sais pas si je suis capable de vivre comme ça tout le temps. J'ai besoin d'avoir un contact avec les autres, mais en tout cas j'ai besoin de moments seuls. C'est sûr et certain, et si je n'ai pas ma dose de solitude quotidienne, je ne suis pas bien, vraiment. D'où des seuls en scène, finalement. D'où des seuls en scène. Bah oui, non, mais les seuls en scène, c'est super parce que, effectivement, ça me laisse la possibilité de m'exprimer de la manière dont j'ai envie de m'exprimer. Et puis ce que j'ai trouvé très agréable dans ce métier, c'est que en fait, il y a une place pour l'expression, pour la parole, il y a une place pour l'écoute, et les gens qui viennent sont volontaires pour écouter. Et je trouve que le corollaire de la parole, c'est toujours l'écoute, quoi. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et j'ai tellement eu l'impression dans ma vie qu'il n'y avait pas de place pour l'écoute que quand j'ai découvert le théâtre, je trouvais ça magique, quoi. Je trouvais ça fantastique. Vous préférez les questions ou les réponses ? Bah, une question, c'est une possibilité. C'est la possibilité d'en savoir plus. Une réponse, faut avoir conscience que ça peut ne pas être une bonne réponse. Voilà, donc je pense qu'il faut jamais perdre l'envie de poser des questions. Et puis c'est des questions que naissent tout ce qui y a d'intéressant. Finalement, ce que je fais quand je monte sur scène, c'est jamais que d'essayer de trouver des réponses marrantes et si possible inattendues à des questions que tout le monde se pose, quoi. Ah, absolument. Allez, on va parler sans doute avec ce troisième mot. C'est le mot absurde. Absurde.
Ça, c'est votre humour absurde. Mais bon, ça peut s'étendre aussi à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, absurde, oui, c'est un qualificatif enfin, qui m'a souvent été attribué, en tout cas qui a souvent été attribué à mes spectacles ou à mes sketchs, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'absurdes, surtout dans mon premier spectacle, et puis j'ai été marqué par des... je trouve qu'il y a quelque chose de tout d'un coup qui nous permet dans l'absurde. Je sais que vous avez reçu François Rollin ici, que j'ai beaucoup cité quand j'ai commencé ce métier, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait des spectacles qui m'ont marqué. J'aime beaucoup les Monty Python, j'aime beaucoup tout ce qui est, ce qui à un moment arrive à se détacher un peu du réel, du quotidien, pour partir dans quelque chose qu'on qualifie d'absurde, des raisonnements absurdes, mais qui permettent de parfois de mieux saisir le réel ou de mieux l'appréhender, comme un peu comme quand on part en vacances. En fait, ce qui est très agréable dans le fait de partir, c'est qu'on sait qu'on va rentrer. Et le fait d'être parti nous permet de retrouver ce qu'on connaît avec un regard neuf, de rentrer chez nous avec une nouvelle énergie et quelque chose de neuf, quoi. Et l'absurde, je trouve, permet ça, quand on se permet d'oublier le réel un petit peu et de partir dans l'imaginaire. Je trouve qu'on revient dans la réalité avec un regard neuf, frais. Et j'y vois quelque chose de salvateur. Voilà. Mais après, l'absurde pour l'absurde, ça peut aussi tourner en rond au bout d'un moment. Donc c'est pas un fétichisme, mais c'est quelque chose de pratique. Est-ce que la vie est absurde? Et la mort? Alors la mort, je ne connais pas vraiment. Je ne saurais pas en parler trop. La vie, il y a plein de choses qui... Je ne sais pas si la vie est absurde. On en fait des choses absurdes, souvent. On fait des choses absurdes, très souvent. Est-ce que la vie est absurde? Je ne sais pas. Il faudrait déjà définir ce que c'est que la vie. Et là, je crois qu'on est mal, parce que peu de gens prêtent attention à ce que c'est que la vie. On prête beaucoup d'attention à notre... c'est même pas à notre vie, c'est à l'idée qu'on se fait de notre vie. C'est très différent. C'est très, très, très différent. Il faut se rendre compte que la vie, c'est vraiment quelque chose qui nous est préalable. Hein. Il y a la vie, nous, on a une conséquence de la vie, quoi. Nos vies sont une conséquence il y a vraiment un préalable à nos vies d'êtres humains, quoi. Donc, est-ce que la vie est absurde? Non, non, je crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose de beau dans la vie, mais malheureusement qu'on saisit pas du tout, quoi. Oui, il y a cette idée de sens, en fait. La vie a-t-elle un sens? Je crois qu'en tout cas, quelque chose cherche à évoluer. À travers cette aventure de la vie sur Terre, il y a quelque chose incontestablement qui cherche à évoluer. Ça démarre avec des bactéries, ça se termine avec nous. Enfin, ça se termine, c'est pas terminé, mais il y a incontestablement quelque chose cherche à évoluer dans la matière. Et je trouve qu'on ne fait pas beaucoup attention à ça. On s'intéresse beaucoup à tous nos petits gadgets, à la 5G, aux voitures autonomes, à comment est-ce qu'on va répondre à la crise du logement et aux défis. Ouais, c'est bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y intéresser, mais je crois qu'on arrive à un point où on se rend bien compte que ce n'est plus le progrès technologique qui va nous sauver. Il va continuer, incontestablement, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce qui peut nous sauver, c'est vraiment le fait de croître d'une autre manière que sur le plan économique et matériel ou technologique, c'est-à-dire de croître sur le plan peut-être spirituel ou sur le plan de la sagesse ou de la conscience. Le fait de croire, alors, est-ce que la foi peut être une réponse à la question du sens? Il faudrait déterminer ce que c'est que la foi, bien le définir. Ça semble ne pas être la même chose pour tout le monde. En tout cas, pour tous les gens qui prétendent avoir la foi, je crois qu'ils n'ont pas tous la même définition. Donc, je me garderais bien de définir ce que c'est que la foi, mais
sans parler de ce que c'est que la foi, je pense qu'on peut juste acter le fait qu'on a une origine, qu'on est la conséquence de quelque chose, quoi. On est le fruit de quelque chose. Et que ça m'a l'air absurde de considérer qu'il n'y a rien, quoi, qu'on est juste là comme ça et que la vie, ce serait simplement construire des centres commerciaux, mettre de l'argent de côté, épargner pour la retraite. Et puis, je ne comprends pas comment on peut voir la vie simplement à travers une expérience de matériel, quoi. Il y a quelque chose là-dedans qui ne m'a jamais convaincu. Vous m'entendez toujours? Je vous entends bien. Ok. Et ça ouvre la porte, ce que vous venez de dire, à notre quatrième et dernier mot. C'est le mot espérance. Ah oui. Bah oui. Espérance, c'est très... voilà, c'est plus chouette qu'abandon, déjà. Espérance. Et qu'est-ce que je pourrais dire, l'espérance ouais, bien sûr, il faut avoir de l'espoir et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de lier ça au désir, parce que l'espoir, d'une certaine manière, c'est un désir. C'est peut-être, ça a peut-être un côté plus noble, l'espoir, que le désir. Il y a un côté un peu plus pur, peut-être, mais Et fondamentalement... l'espérance. Comment ? Et l'espérance, c'est pas tout à fait de l'espoir. L'espérance, c'est pas tout à fait de l'espoir. Alors là, j'avoue que je ne saurais peut-être pas quelle serait la... Je vais avoir du mal peut-être à faire la nuance. Aidez-moi. L'espérance... Ce sont deux manières différentes d'attendre. L'espoir, justement, c'est le fait de désirer quelque chose de meilleur pour soi, pour les autres. Et l'espérance, c'est plutôt une confiance pure, désintéressée. C'est un mot qu'on emploie souvent dans la religion catholique. Pardon. Je vous demande pardon. Alors, c'est vrai que je sais pas... Alors, j'aurais pu dire pardon aussi. C'est aussi un mot très Ouais, catho. c'est vrai. C'est un mot qu'on dit pas assez. Oui. Alors, si c'est ça, l'espérance, merci de m'avoir... j'avais un peu de mal à faire la différence entre les deux. C'est vrai que c'est... oui, ça c'est... Alors, si c'est ça, si c'est une espèce de confiance sereine dans l'idée que ça va aller mieux, c'est formidable. Il faut que l'espérance nous soit chevillée au corps, évidemment. Il y a aussi la notion de l'après. Y a-t-il une vie après la mort? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous-même, vous avez une croyance, une foi, une espérance? Oui, j'essaye, mais j'essaye de pas trop m'enfermer dans des conclusions, mais de ne jamais arrêter de me questionner là-dessus. Et ce que je sais, c'est que de la même manière qu'il y a un préalable à ce qu'on vit, il y a forcément une suite. Voilà, après, de quelle manière, je me garderai bien de vous dire, concrètement, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il n'y a rien. C'est pas parce que je ne sais pas qu'il n'y a rien. Donc, c'est pas, j'en fais même pas une histoire de foi. J'en fais vraiment une histoire qu'aujourd'hui, on sait factuellement que nous avons une origine, que nous sommes la conséquence de quelque chose, et on est la conséquence de tout un tas de phénomènes qui ne sont pas visibles, donc il ne faut même pas chercher à appréhender par l'intermédiaire de nos 5 sens, parce que ce n'est pas possible. Et donc, de la même manière que nous avons un préalable, nous avons très probablement je ne sais pas comment dire, une suite, autre chose. Oui. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, on peut tout à fait avoir foi en ça,
Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je crois qu'on a même les moyens de voir. Enfin, il y a des gens qui ont écrit un livre, qui sont des scientifiques, donc des gens tout à fait crédibles de la communauté scientifique, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Dieu, la science, les preuves », et qui explique, je ne vais pas résumer leur livre, il faudrait le lire, mais qui explique qu'en gros, ils partent du... Que peut dire la science aujourd'hui sur la question de Dieu ? Et ils expliquent que, bon, s'il faut faire des probabilités à partir de ce qu'on sait scientifiquement, l'idée de l'existence de ce qu'on appelle Dieu est beaucoup plus probable que l'idée de sa non-existence. L'idée de sa non-existence, c'est quasiment... si vous devez prendre un pari, statistiquement, il vaut mieux prendre le pari que Dieu existe, parce que l'autre possibilité est vraiment incroyablement faible, en fait. Et ça, c'est la science qui dit ça aujourd'hui. Alors évidemment, on en parle peu parce que c'est pas du tout arrangeant pour plein de gens dans la société, mais c'est quand même une réalité. Et donc, je comprends en fait les gens qui ont la foi. Je crois qu'en vrai, j'ai moi-même une sorte de foi. C'est juste que je n'ai pas envie d'être récupéré ni par les uns ni par les autres. Et je veux pouvoir rester libre dans ma foi. Mais je crois que la foi, c'est d'abord la capacité à s'émerveiller devant la vie, devant la magie de la vie. Et si on tentait qu'on arrive à faire ça, à s'émerveiller devant ce qui vit, devant ce phénomène immense qu'est la vie, et non pas devant toutes les petites choses avec lesquelles on essaye de remplir nos petites existences, c'est pas possible de ne pas avoir la foi, en fait. C'est pas possible de ne pas avoir envie de s'incliner devant ce qui est beaucoup plus grand que nous, quoi. Vous vous êtes senti tiraillé dans votre jeunesse entre deux croyances différentes, un père musulman, une mère catholique, notamment une grand-mère catholique? Pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Mais alors j'insiste là-dessus, je ne me suis pas du tout senti tiraillé. D'abord parce qu'il faut bien prendre conscience que les musulmans et les catholiques parlent de la même chose. Ils en parlent différemment, mais ils parlent de la même chose. Ils parlent de la même chose. Du même Dieu. Ils parlent du même Dieu. Les musulmans reconnaissent totalement l'existence du Christ, la parole du Christ. On parle vraiment de la même chose. D'ailleurs, ils reconnaissent... C'est pas le même prophète. Il y a le prophète Mahomet dans la... C'est juste que le prophète oui. Mahomet est venu après le Christ. Voilà. Donc c'est un autre prophète. C'est un autre prophète, mais qui ouais. reconnaît complètement la parole du Christ. Il y a une lignée. Il y a complètement une lignée. Il y a complètement une lignée. Les musulmans, d'ailleurs, attendent le retour du Christ, je crois. Ils reconnaissent d'ailleurs aussi les prophètes, enfin tous les prophètes des trois religions abrahamiques. C'est juste que l'islam vient en dernier. Mais tous les musulmans reconnaissent l'existence et la parole d'Abraham, de Moïse, voilà. Donc faut vraiment prendre conscience que tous ces gens parlent de la même chose. Après, c'est des choses qui peuvent être instrumentalisées à des fins politiques, des fins de manipulation du pouvoir. Mais si vous vous plongez vraiment dans les textes de manière sincère et en essayant de mettre à l'écart les gens qui essayent de manipuler ça pour des questions politiques, vous vous rendrez compte que vraiment, on parle de la même chose. Il n'y a jamais eu de tiraillement chez moi entre l'islam ou la religion qui est la religion de la famille de mon père, parce que je n'ai jamais vraiment connu mon père très pratiquant. Ma grand-mère était catholique, ma grand-mère maternelle. Enfin, elle aurait bien aimé que je fasse du catéchisme et tout ça. Mon père, je pense que c'est un peu dur quand on a grandi comme lui d'accepter que l'idée que son fils soit catholique, mais c'était pas il m'a pas formellement interdit de le devenir. Il m'a juste rassuré dans l'idée que j'étais totalement libre de faire ce que je voulais, quoi. Et ça a été le cas. Vous n'êtes pas baptisé? Je ne suis pas baptisé, non. Je ne suis pas... Donc vous n'avez pas pris parti. Vous êtes libre entre ces deux religions quand même.
d'une certaine façon. Oui, mais ça... Oui, je ne suis pas baptisé, je suis libre. Enfin, j'espère qu'on est libre aussi quand on est baptisé. J'espère que ça n'enferme pas, le baptême. Mais grâce à ça, Ça libère, oui. je suis allé... Enfin, ma grand-mère m'a emmené à l'église. J'allais à l'église, j'ai été éveillé à la foi chrétienne. On m'a beaucoup parlé de la vie de Jésus, on m'a fait lire la Bible. Mes grands-parents étaient catholiques, mais ils avaient des amis protestants, donc leurs amis protestants me parlaient de leur religion. Bizarrement, celui qui me parlait le moins de religion, c'était mon père. Il n'a jamais trop cherché à m'éveiller à... Je crois que c'était très important pour lui que je me sente français d'abord et avant tout, et donc il ne voulait pas trop faire de moi quelqu'un Voilà, il voulait que je me sente français le plus possible, c'était vraiment important pour lui. Et puis... bizarrement, aujourd'hui, je reviens un peu sur ces histoires de religion parce que j'ai envie de savoir pourquoi les gens se disputent comme ça, alors qu'ils parlent tous de la même chose. Vraiment, tout le monde parle de la même chose. Tout le monde parle de la même chose. C'est vraiment fou. Religion, c'est relié aussi, d'après son étymologie. Oui, tout à fait. Voilà. Peut-être une prochaine thématique pour votre futur one-man show. Peut-être. La spiritualité, la religion. Ouais. Allez, je reviens auprès de vous pour la conclusion. Allez, okay. Merci Ben, à tout de suite. À tout de suite. Alors Ben, je suis de nouveau en face de vous. Ouais. Ça allait cette expérience ? Cette expérience, ouais, c'est formidable. Expérience, enfin. Non, c'est bien. Vous connaissez pas le confessionnal. Les cabinets de psy, vous connaissez ? Je connais le cabinet de psy, je connais le confessionnal parce que je me suis jamais confessé vraiment, mais je sais ce que c'est. Je connaissais pas le confessionnal devant la caméra, mais voilà. Enfin, c'est pas vraiment un confessionnal, c'était plus une séance de psy, un peu. C'est le sentiment que vous avez eu ? D'introspection. Non, parce que psy, c'est en général, on est volontaire et on paye, et là, c'est gratuit, et c'est vous qui m'avez invité, donc c'est pas vraiment de la psy. Non, c'était très intéressant. Non, mais c'était intéressant. C'était philosophique aussi, c'était pas forcément... Et puis ça m'a permis de réfléchir à tout un tas de choses, et d'avoir peut-être envie de continuer à réfléchir, d'ailleurs. Donc c'est bien. Vous réfléchissez pas mal, j'ai l'impression, quand même. J'essaye de pas trop réfléchir, mais c'est quand même un peu obligatoire de temps en temps, je pense. Vous êtes quelqu'un de spirituel, de réfléchi, de contemplatif, vous le disiez, vous êtes solitaire. Contemplatif, sûr que oui. Spirituel, oui, quand même un peu, en tout cas beaucoup plus que pas mal de gens qui m'entourent. Et c'était quoi l'autre mot ? Réfléchi, je sais pas... j'essaie de réfléchir. Cérébral. J'essaie de réfléchir. Parmi les 4 mots que je vous ai proposés, il y en a un qui vous a davantage marqué. Espérance, c'était le dernier. On a eu abandon, liberté et absurde, forcément. Oui. Abandon m'a plongé dans quelque chose de triste sans que je sache véritablement pourquoi. Et liberté, celui-là m'a... Oui, j'ai l'impression que c'est le plus important. La liberté ? Et parfois, ces 2 mots vont ensemble. Parfois, abandon, liberté. C'est vrai, ouais. Solitude, on en parlait. Ouais. D'ailleurs, je finissais tout à l'heure en disant que toutes ces thématiques-là, notamment les thématiques spirituelles, l'espérance ou la religion, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un prochain spectacle. Si ça tenait qu'à moi, je le ferais certainement. Après, je sais que s'exprimer sur ces sujets, ça peut blesser tellement de gens que j'hésite beaucoup à le faire. C'est compliqué. Oui. Surtout la religion marche sur des œufs. Ou... c'est que tout le monde veut faire partie d'une équipe. Et Mais vous êtes déjà dans 2 équipes différentes, par votre... Mais moi, j'ai pas du tout l'impression de faire... Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équipe.
Et Justement. c'est un peu ce que j'aime pas, que j'aime pas. C'est un peu ce qui me retient de m'engager vraiment complètement dans une religion, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équipe. Ou alors il n'y a qu'une seule équipe. Ça m'a l'air très clair. Mais c'est vraiment quelque chose de limpide pour moi. L'équipe de Dieu. Oui, c'est Ça, vraiment vous croyez en Dieu. extrêmement clair. Mais c'est vraiment très, 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 très clair. Et j'ai l'impression que ça a toujours été clair, ça a toujours été là. Enfin, vrai, c'est... Il n'y a même pas autre chose pour moi. Il y a même pas c'est une évidence, vraiment. Et donc, je vois bien que quand on prononce certains mots, il y a tout de suite des gens qui disent « Non, parce que moi, dans mon équipe, c'est comme ci, dans mon équipe, c'est comme ça. » Ok. Faites votre petit match. Je vais attendre que vous ayez fini. Et... Bon, voilà. Allez. Bon, en tout cas, en attendant Dieu, l'au-delà, courez voir Ben, en chair et en os, sur scène, donc au point virgule. Il a beaucoup pleuvu. Petite phrase des enfants. C'est vraiment un très bon moment. On s'amuse beaucoup, c'est drôle. Et, beaucoup d'absurde, mais beaucoup d'intelligence aussi dans le texte. Et puis, on attend aussi votre prochain one-man show, peut-être spirituel, comme on disait. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben, si vous voulez revoir Lumière intérieure, vous connaissez l'adresse kto.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine.